Allez, bonjour à tous. Nous sommes ici présents, mes collègues et moi, pour vous présenter notre travail portant sur la gestion des ressources humaines, le cas du Brésil et du Canada. Next slide, s'il vous plaît. Alors, nous allons parler de divers points, dont la présentation du Brésil, allant jusqu'à la conclusion et les recommandations. C'est bon? Alors, pour la présentation du Brésil, il faut savoir que le Brésil est un pays très diversifié, ayant beaucoup de ressources que nous allons voir ici présents. Pour commencer, le Brésil est la première économie d'Amérique latine. En effet, comparé à l'Argentine, au Mexique, niveau de économie, le Brésil est en haut, bien vrai que c'est un pays émergent. Le pays dépend du pétrole, de l'agriculture et des mines. Le Brésil est un pays qui se démarque par rapport à l'utilisation de ses ressources naturelles, comme la forêt et les mines, l'agriculture, comme mentionné ici. Les échanges avec le Canada sont importants et variés, tous deux étant des pays exportateurs. La culture valorise la hiérarchie et les relations personnelles. La communication indirecte est basée sur l'harmonie. C'est-à-dire que les interactions sont beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus humaines. Les règles sont appliquées de manière flexible. Next slide. Présentation du Canada. Parlons alors du pays de la feuille d'érable. Next slide. Le Canada privilégie une communication directe et transparente, surtout en entreprise. La société est égalitaire, inclusive et attachée aux règles. Le management encourage l'autonomie et la participation, c'est-à-dire que là-bas, peu importe ton grade, il faut participer à l'avancement de l'organisation. L'économie est stable et axée sur les services et la technologie. Le Canada est un pays très développé au niveau de la technologie. Étant un pays développé, le Canada entretient une relation commerciale solide avec le Brésil, les importations et exportations qui se passent mutuellement. Next slide. Alors, bien vrai que ce sont des pays de prime abord qui se ressemblent beaucoup, il existe des points de communion et des points de divergence dont nous allons parler dans les slides suivantes. Alors, par rapport au point de synergie, c'est-à-dire de convergence, parlons d'abord de l'économie. Les deux pays, leur économie est basée sur les ressources naturelles, c'est-à-dire la forêt, les mines pour le Brésil, le pétrole pour le Canada. Ce sont tous les deux de grands marchés exportateurs, c'est-à-dire qu'ils exportent dans tous les pays du monde, quasiment. Les investissements sont bilatéraux croissants, c'est-à-dire par rapport à l'aviation, la technologie, ils font des échanges de bons procédés pour leurs arrangements personnels. Présence de grandes entreprises et multinationales. Par rapport au point de friction, par rapport à l'économie des deux pays, le niveau de développement économique est différent. En effet, le Canada est un pays développé, tandis que le Brésil est un pays émergent. Politique commerciale et réglementaire distinctes. C'est un peu normal parce que leur mentalité et leur culture sont assez différentes. Donc, leur manière de penser et leur mode d'opération diffèrent aussi. La volatilité économique, c'est-à-dire que le Brésil est beaucoup plus exposé aux crises économiques que le Canada, qui est un peu plus stable. Différence dans les priorités sectorielles. Euh, le Brésil se base surtout sur l'agrobusiness, l'agriculture, tandis que le Canada se base plus sur la technologie avancée, etc. Par rapport à la culture, ils partagent tous deux une pluralité culturelle et diversifiée. C'est-à-dire que on peut trouver de tout dans les deux pays, des différentes cultures, différentes personnes, différents horizons. L'importance du sport. Le Canada, dont le sport national est le hockey, et le Brésil, dont le sport national que tout le monde connaît est le football, ils accordent une grande importance à ces deux sports. La valorisation de la musique et des arts, l'ouverture internationale. Par rapport à leur point de friction, nous pouvons parler de l'approche différente du rapport au temps et à la communication. Nous avons parlé précédemment, les modes de communication sont différents. Le Canada est plus axé sur la communication directe, tandis que le Brésil sur la communication indirecte, plus chaleureuse. Cela dit, cette communication peut porter à confusion par rapport au professionnalisme. Systèmes sociaux et éducatifs très différents, dû à la différence de mentalité, la conception de l'autorité et du travail, et l'identité culturelle. Je m'en vais passer la parole à mon collègue qui va présenter la suite. Merci Amadou. Maintenant qu'on a vu brièvement là, une introduction du Canada et du Brésil, on va regarder les liens commerciaux. Donc, au niveau des échanges, donc, prochaine slide,
On remarque une forte complémentarité là, au niveau des deux pays. Donc, les échanges de marchandises pour l'année 2024, on est à 2,5 milliards d'exportations du Canada vers le Brésil. Si on regarde les importations du Brésil vers le Canada, on parle de 10,2 milliards. Donc, ça crée une balance défavorable du point de vue du Canada de 7,7 milliards. Au niveau des échanges de services, le volume est beaucoup moindre. Donc, on remarque aussi une tendance inverse. Donc, on a une balance favorable de 1,06 milliard. Puis, lorsqu'on regarde là, les investissements directs à l'étranger, donc vraiment, lorsque les entreprises vont investir directement dans le pays par le biais de fusion-acquisition ou l'implantation d'une filiale directement. Pour ce qui est du Canada, des entreprises canadiennes vers le Brésil, on parle de 19,8 milliards. Puis les entreprises brésiliennes vers le Canada, on parle de 15,9 milliards, ce qui place le Brésil comme 12e investisseur mondial pour le Canada. Prochaine slide. Donc, si on regarde là, d'où viennent les principaux secteurs d'attrait pour les exportations du Canada vers le Brésil, on voit la majorité des exportations se retrouvent au niveau des engrais, de l'électronique, des machines industrielles et puis au niveau de l'aéronautique. Lorsqu'on regarde les importations brésiliennes vers le Canada, on remarque les métaux précieux en tête, suivi des produits chimiques inorganiques, du sucre et des composantes aéronautiques. Donc, on avait parlé un petit peu plus tôt là, que les deux économies tournaient vraiment autour des métaux précieux. Donc, on voit au niveau des importations brésiliennes vers le Canada l'importance des métaux précieux. Puis aussi, un exemple d'entreprise, de deux entreprises qui est une entreprise canadienne Bombardier et puis une entreprise brésilienne Embraer, c'est deux géants de l'aviation, puis sont deux compétiteurs, mais on remarque quand même une certaine complémentarité au niveau des importations et des exportations avec l'aéronautique des deux côtés. Prochaine slide. Donc, plus précisément, dans cette présentation aussi, on va parler de l'expatriation. Prochaine slide. Pourquoi l'expatriation? On a vu précédemment là, au niveau des investissements directs à l'étranger, il y a beaucoup d'investissements entre les deux pays. Donc, c'est un sujet qui est d'actualité. Pourquoi les entreprises utilisent l'expatriation? Principalement, on peut baser notre réflexion sur quatre facteurs, quatre sujets, si on veut. C'est de superviser les opérations locales, d'assurer le transfert des compétences, harmoniser les pratiques entre le siège social et la filiale, ainsi que réduire les risques dans la sous-traitance internationale. Plus précisément, c'est vraiment d'aligner, si on veut, les pratiques de la filiale, donc la nouvelle filiale, par exemple, au Brésil, avec le siège social canadien, tant au niveau là, des pratiques de business, mais aussi au niveau de la culture organisationnelle. On va pouvoir passer à la prochaine slide. Au niveau de l'expatriation, il faut faire vraiment attention là, au niveau de la culture. Donc, on l'a mentionné un petit peu brièvement plus tôt. Donc, le Canada et le Brésil sont très distants au niveau culturel. J'ai cité les trois points principaux ici. On n'ira pas en profondeur, on garde ça un petit peu pour la fin de la présentation. Qu'est-ce qui est important de retenir ici, c'est que plusieurs expatriations vont échouer dans un contexte culturellement distant. Puis les causes principales de ces échecs incluent principalement la datation culturelle, mais aussi les difficultés familiales, puis le manque de soutien organisationnel. Prochaine slide. Donc, si on veut vraiment réduire ce risque-là, on va vraiment introduire la formation interculturelle. Donc, avant le départ, c'est de préparer les employés, de leur donner certains repères culturels pour qu'ils ne soient pas nécessairement surpris lorsqu'ils arrivent sur place. Une fois qu'ils vont être sur place, c'est de continuer le travail, donc vraiment faire un suivi strict, mais aussi de continuer avec du coaching, du mentorat et vraiment de faire une adaptation progressive. Donc, y aller tranquillement, pas vite, ne pas nécessairement le jeter dans la gueule du loup, pardonnez-moi l'expression. Puis, toutes ces formations interculturelles-là, là, ça va donner une meilleure intégration ainsi qu'une performance accrue. Voilà. Alors maintenant, on va un petit peu plus parler de la gestion des ressources humaines au Brésil avec le contexte, mais aussi une réforme un peu plus récente qui date de 2017. Donc globalement, dans les années 90, on a une mondialisation qui a poussé les entreprises brésiliennes à moderniser leurs pratiques de gestion.
Alors tout ça, c'est dû notamment à la stabilisation de l'économie, mais aussi à la fin d'une grande période d'inflation. Et à cause de ça, les entreprises ont dû moderniser leurs méthodes de gestion qui se sont plus ou moins alignées sur les standards internationaux. Donc de là, on découle 5 différents enjeux. Le premier, on est sur la gestion du changement. Dans la même période de temps, on va avoir un modèle de fusion-acquisition qui va exploser. Mais par contre, on a quand même 62,8%. Alors pourquoi? C'est tout simple, c'est notamment dû à une mauvaise gestion des aspects humains et culturels qui va mener donc, à ces échecs-là. En deuxième enjeu, on va voir l'évolution des relations de travail. Donc on peut voir aussi sur la même période de temps, années 90, qu'on va avoir une hausse importante de l'outsourcing. Donc on aura des équipes qui vont être composées et gérées à la fois de salariés internes, mais aussi de sous-traitants, ce qui va compliquer l'intégration, l'engagement et la cohésion de ces équipes-là. Un troisième enjeu, on a la gestion des talents. Donc, à cette époque-là, on n'a pas vraiment de définition assez claire du mot talent, et donc on a des pratiques qui ne vont pas forcément correspondre forcément aux attentes de cette génération, qui va plus ou moins rechercher une qualité de vie, une flexibilité, mais aussi une perspective de carrière. Donc, la gestion des ressources humaines doit faire plus attention à ces aspects-là. En quatrième enjeu, on a la conciliation entre la vie privée et vie professionnelle qui va devenir assez importante et qui va notamment constituer un stress assez important pour les femmes et les jeunes cadres. Mais on a des entreprises au Brésil, comme Nokia, qu'on connaît un peu tous, qui vont mettre en place des dispositifs internes pour mieux comprendre cet effet, mais aussi pour prévenir ce stress. Et enfin, en dernier point, on a un rôle RH qui va être très peu reconnu. Sur une échelle de 1 à 7, on va avoir une étude qui va être faite et on a des professionnels RH qui vont forcément penser jouer un rôle assez stratégique, qui vont se noter entre 6 et 6,10 sur 7. Et on a des dirigeants qui vont avoir une perception qui sera beaucoup plus faible des rôles des RH, qui vont les noter aux alentours de 4 sur 7. Donc le principal défi ici, ça va être d'équilibrer la compréhension d'un business global, mais aussi de faire comprendre qu'on a une expertise humaine qui vise à développer les salariés qui sont importantes au but final de la performance de l'entreprise. Donc plus récemment, comme dit un petit peu avant, on a une réforme du travail en 2017 qui intervient au Brésil, qui est très importante, qui va permettre de moderniser la loi du travail, qui va rendre le marché du travail aussi plus flexible et qui va venir créer des contrats intermittents et un encadrement du télétravail. Pour les expatriés, ça peut changer un petit peu, notamment ça va faciliter l'intégration de ces expatriés-là en leur donnant des contrats qui vont être adaptés. Mais par contre, à contrario, on a une réforme qui va donner beaucoup plus de priorité aux accords d'entreprise et qui va renforcer la négociation individuelle, mais par contre qui va affaiblir les syndicats, qui va les mettre un petit peu de côté. Donc on a des salariés, des expatriés qui vont devoir bien négocier leurs contrats, mais aussi prévoir des protections supplémentaires. En termes de défis de l'expatriation, maintenant, on a pu voir en cours, mais aussi globalement, on a 3 périodes pendant cette expatriation. La période avant l'expatriation est assez importante. On a un département des ressources humaines qui va venir accompagner l'employé, notamment sur des démarches administratives, comme sur l'obtention d'un visa, permis de travail, sur une souscription d'assurance santé, mais aussi, comme dit précédemment, sur une formation interculturelle qui va être très importante et déterminante aussi. Et sur l'anticipation des coûts, que ce soit des coûts de logement, de scolarité, par exemple, pour les enfants. On a une deuxième période qui va être pendant la période d'expatriation, où l'entreprise canadienne ici va venir maintenir son lien avec l'expatrié, mais aussi sécuriser tout ce qui va être attrait, encore une fois, à l'administratif, mais le logement et la scolarisation des enfants. Elle va venir aussi gérer la sécurité de l'expatrié. On a plusieurs villes au Brésil où on aura besoin de cette sécurité-là et va aussi prévenir le stress dû au choc culturel. Et enfin, en troisième période, on a la période après la période d'expatriation, forcément, où on a une entreprise qui va devoir venir valoriser les compétences du salarié, mais aussi capitaliser sur son expérience pour éviter une fuite de talent. Enfin, l'opportunité, l'expatriation pour les entreprises canadiennes. Donc, comme dit au tout début de cette présentation, le Brésil est la plus grande économie d'Amérique latine. Aussi, le fait d'expatrier va permettre d'avoir une meilleure compréhension des besoins des consommateurs locaux, mais aussi d'adapter les produits et les services. Ça va aussi permettre de renforcer la compétitivité sur place. Et dans un autre temps, on va pouvoir développer les compétences des salariés avec des compétences interculturelles forcément, mais ils vont aussi permettre de gagner
en capacité de négociation et en flexibilité professionnelle. Ça va aussi permettre, cette période-là, de renforcer les relations avec les partenariats locaux, mais aussi de gagner en créativité, d'innover et de permettre d'avoir un transfert de connaissances à l'entreprise mère directement. Donc, compte tenu des particularités culturelles au Brésil, il est pertinent de s'attarder à des recommandations qui pourraient faciliter l'entrée en fonction d'un expatrié canadien dans le contexte brésilien. On peut changer. L'étude diadique de la distance culturelle selon une vision structuraliste entre les deux pays permet de faire ressortir des éléments intéressants. La prise en compte de ces différences est essentielle pour minimiser les problèmes potentiels. Donc, on peut observer sur le graphique là, plusieurs points de divergence entre les deux pays qui ont été précédemment abordés par mes collègues. On peut changer prochaine diapositive. Dans un premier temps, il y a la propension à l'individualisme qui est beaucoup plus faible au Brésil. Ainsi, la personne nouvellement expatriée devrait prendre le temps d'investir dans des relations avec ses collègues afin de bâtir un lien de confiance. Puis lorsque possible, il serait même pertinent que le futur expatrié prenne contact avec sa future équipe même avant son départ. Une fois sur place, la personne devrait démontrer un réel intérêt envers ses collègues et saisir les occasions de participer aux activités informelles. On parle ici de café, soirée ou tout ce qui lui sera proposé. Les réunions d'équipe aussi sont un moment pour échanger longuement, ce qui n'est pas nécessairement coutume ici au Canada. Dans un deuxième temps, la distance hiérarchique est beaucoup plus importante au Brésil. Donc, dans cette optique, il est primordial de connaître le statut de chaque personne dans l'organisation et de démontrer une attitude respectueuse à l'égard de l'hiérarchie. Dans ce style de management, les décisions sont prises selon une logique là, qui est top-down, donc l'approche est beaucoup moins participative. Puis les décisions des supérieurs hiérarchiques ne devraient jamais être mises en question par des personnes de rang inférieur. Dans un même ordre d'idée, la tolérance à l'incertitude est très faible au Brésil. Donc, en ce sens, le nouvel expatrié devrait offrir un encadrement clair et rassurant pour ses équipes. Les directives devraient être accompagnées d'instructions détaillées qui laissent peu de place à la subjectivité. Il est préférable de limiter la délégation d'autorité aux subordonnés. Puis aussi, la personne devrait demeurer disponible pour répondre aux questionnements des employés qui seront peu enclins à prendre des initiatives sans avoir reçu l'approbation préalable d'un supérieur. Pour ce qui est de l'orientation sur le long terme, au Brésil, c'est moins important. Donc, en effet, on note une tendance vers l'atteinte de résultats rapides et court terme. Afin de maintenir la motivation des équipes, l'expatrié devrait décomposer l'atteinte de grands objectifs en étapes. De cette façon, les objectifs seraient plus tangibles et motivants pour les travailleurs. Puis l'expatrié devrait aussi s'assurer de féliciter l'atteinte de ces objectifs intermédiaires-là pour motiver les troupes. Bref, un bon candidat pour l'expatriation devrait faire preuve d'adaptabilité, de démontrer une grande flexibilité. Le rythme, le fonctionnement et même les relations sont des aspects à réapprivoiser pour cette personne-là. La personne devra sortir de sa vision ethnocentrique puis être à l'écoute afin de bien comprendre la culture organisationnelle du pays d'accueil. Le cas échéant, on parle du Brésil. Cependant, peu importe la distance culturelle entre l'expatrié et le pays d'accueil, c'est le soutien de l'organisation envers l'expatrié qui va faire ultimement la plus grande différence sur le succès ou non de la mission d'expatriation. Prochaine diapositive. Donc, pour conclure, le Brésil figure parmi les destinations émergentes en importance pour les missions d'expatriation. Donc, comprendre la gestion des ressources humaines en fonction de la culture locale, ça devient un aspect clé pour les organisations. Comme on a pu le constater au fil de la présentation, le Brésil constitue aujourd'hui un environnement économique stratégique, notamment par son affiliation au BRICS. La forte complémentarité économique entre le Canada et le Brésil, ainsi que l'intensification des échanges commerciaux et des investissements, y renforce la pertinence d'une formation de soutien aux futurs expatriés. La diversité culturelle entre les deux pays implique des défis substantiels. Les écarts, notamment en matière de distance hiérarchique, de rapport à l'incertitude, de communication ou encore de mode de prise de décision, exigent une préparation rigoureuse puis un accompagnement approfondi. Les travaux en gestion internationale ont démontré d'ailleurs que la performance des expatriés dépend autant de leurs compétences techniques que de leur capacité d'adaptation au contexte socioculturel du pays d'accueil. En ce sens, la formation interculturelle, le soutien organisationnel continu puis la compréhension du contexte législatif, notamment avec la réforme de travail de 2017, ça constitue des leviers essentiels pour le bon déroulement puis la pérennité des missions d'expatriation. L'envoi d'expatriés au Brésil devient pour l'organisation un investissement stratégique qui permet aux entreprises d'améliorer leur positionnement local, de renforcer leur partenariat puis de favoriser l'innovation par le transfert de connaissances. Pour les organisations comme pour l'individu, tout ça, ça va permettre d'agrémenter les collaborations canado-brésiliennes. Prochaine diapositive. Donc, pour conclure, on désirait finir avec la pensée du jour aujourd'hui qui sera Deus ajuda quem cedo madruga.
excusez ma prononciation, qui serait Dieu aide celui qui se lève tôt. Cette maxime-là est très répandue au Brésil, puis elle valorise la discipline, l'effort et l'initiative. Elle met en lumière le rapport à la religion et au travail. Puis ça nous apparaissait une phrase intéressante pour boucler la boucle de cette présentation-là. Donc, merci de nous avoir écoutés. Puis voici là, les références qu'on a utilisées tout au long de la présentation.